Très heureuse, madame, monsieur, de vous savoir nombreux, monsieur, dans le cadre de cette émission. Nous sommes ici au niveau de la Célé, plus précisément chez La Sablière, où nous réalisons cette émission. Nous sommes pas seuls sur ce plateau. Nous sommes avec le président du Copemeco, André Dodo Balou. Il est également notable de la ville côtière de Mwanda. Avec lui, nous allons parler ce soir de cette affaire de 10 millions de dollars américains dans le cadre de l'Avénin 9. Nous parlerons également de l'état de lieu de cette ville côtière de Mwanda. Où en sommes-nous avec cette notion d'insécurité qui règne ces derniers temps. Nous parlerons également de innovations aujourd'hui que la RDC apporte dans le cadre de son adhésion dans le ZILECAF. Voilà un peu les squelettes de notre émission. Sans plus tarder, je m'en vais vers André Dodo Balou pour lui dire bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour madame, bonjour. Bonne année d'abord parce que c'est pour la première fois que nous voyons encore cette année 2023. Bonne année à vous, bonne année à votre chaîne de télévision. Je salue en passant le propriétaire, le promoteur. C'est quelqu'un avec qui j'ai toujours eu des très bonnes relations, bien que ça fait longtemps qu'on ne se voit plus. Monsieur Mouzitou, je crois, il va bien, j'espère. Il va très bien. Ben voilà. Très bien. Nous avons dit au début de notre émission que nous allons parler de cette affaire de l'Avénin 9. Du père. J'allais porter une petite précision parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une confusion. Je porte plusieurs casquettes. L'Avénin 9, les 10 millions n'a rien à voir avec la Copemeco. La Copemeco, je gère en tant que confédération de petites et moyennes entreprises. Mais les 10 millions, je suis dans ce comité de gestion qui est une commission à part, qui n'a rien à voir avec la Copemeco. Tout à fait. Donc je voulais apporter cette petite précision. Il s'agit de la CGFM, la commission de gestion Fonds Mwanda. C'est une commission qui a été mise en place par le ministre des Hydrocarbures. Et bien entendu, dans un premier temps, c'était dans l'esprit de gérer les 10 millions qui a été offert par le chef de l'État. Cet argent devait appartenir aux Mwandais et pour en faire au moins pour leurs priorités selon leurs besoins. Voilà, c'est ce qui a été discuté lors de la deuxième table ronde qui s'est tenue à Mwanda. Et donc, voilà. Et c'est ces 10 millions qui n'arrêtent pas de continuer à verser des larmes et l'encre, comme on le dit aussi. Et nous n'avons toujours pas de solution. On ne sait pas où en sommes-nous avec les 10 millions. C'est vrai, peut-être qu'on va en parler. Voilà. Oui, vous l'avez déjà dénoncé, mais entrons un peu dans le vif du sujet parce que il était question que vous, de la CGFM, vous puissiez gérer cette somme qui venait de D'ailleurs, le mot le dit bien, la commission gestion des fonds Mwanda. Voilà, qui venait de taxes payées par le Perenco, parce que 8 Avénas qui sont passés, Mwanda n'a jamais bénéficié d'aucun rang. Et aujourd'hui, le 9e Avéna, voilà, peut-être il va pas. C'est une initiative positive que nous avons louée donc, par les autorités du pays. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, que vous, de la CGFM, vous ne puissiez pas gérer cette somme de 10 millions? Vous êtes incapable de le gérer? Non, simplement parce que nous n'avons pas la personnalité juridique. Voilà tout. C'est une commission ad hoc qui a été montée, qui dépendait de notre superviseur, qui dépendait du ministère des Hydrocarbures. Nous n'avons pas la personnalité juridique, on ne peut pas nous remettre l'argent, prenez 10 millions, vous allez gérer comment? Mais est-ce qu'il n'y avait pas de raison pour laquelle nous n'avons pas eu à gérer cet argent. En fait, peut-être qu'il y a eu une erreur tout au départ, hein, mais bon. Et c'est fait que, selon les critères développés, il était question que le BCECO prenne en charge cette gestion. Voilà. Donc c'est une collaboration étroite que nous devions avoir avec le BCECO pour arriver à obtenir ce fonds. Bon, jusque-là, nous sommes toujours en attente parce que le fonds n'est toujours pas encore arrivé au BCECO. Voilà. Mais l'année passée, nous avons suivi le ministre dire qu'il avait déjà remis cet argent au niveau de la BCECO et que vous le demandez. C'est à vous de lui poser la question s'il avait déjà remis, mais en tout cas, c'est que je sache. Mais est-ce que vous n'avez pas cette information-là? Non, non, cette information n'existe pas parce que je suis dans le comité, cet argent ne nous est pas parvenu. L'argent n'est pas encore au niveau ni de la CGF et encore moins du BCECO. Mais voilà. À ces stades, quelles sont les démarches que vous L'argent est encore au niveau du trésor public. L'argent est au niveau du trésor public. L'argent n'est pas encore débloqué pour Mwanda. Voilà. Quelles sont les dispositions prises entre vous et le gouvernement pour permettre à ce que le Mwandais puisse entrer? Les dernières informations que j'ai en ma possession en tant que comité et en tant que membre de ce comité, tout ce que je sais,
qu'il y a eu un protocole que nous avons signé, c'est-à-dire que la CGFM a signé avec, disons, via le ministère des Hydrocarbures, qui est notre superviseur. C'est le ministre qui a signé, plutôt avec le BSECO, c'est-à-dire pour que le BSECO puisse prendre les dispositions et que le marché commence, pour que nous puissions... Nous avons déjà fait notre travail. En tant que CGFM, nous avons priorisé nos projets. Nous avons dit que, comme tout le monde le sait, il s'agit bien de l'électricité. C'est ce que le monde exigeait, qui demandait. Nous avons focalisé nos projets vers d'abord l'électricité à part entière. Donc, c'est-à-dire que le principal, nous avons dit, c'est d'abord l'électricité pour Mwanda. C'est cela que nous avons donné comme rapport auprès du BSECO. C'est le BSECO maintenant qui doit faire son travail. Et donc, BSECO, pour l'instant, n'est pas encore en possession des moyens. Parce que BSECO a demandé au ministère des Finances. Donc, pour être plus clair et précis, l'argent est encore au niveau des finances. Donc, quitte à nous maintenant qu'il faut faire encore le plaidoyer. Donc, à ce stade, on peut dire que c'est les ministères de Finances qui bloquent l'argent de Je crois bien, c'est peut-être qu'au niveau des finances, peut-être... Mais depuis 2022, aujourd'hui 2023, cet écart-là, est-ce que ça pourrait prendre trop de temps comme ça? Je ne sais pas, ça c'est une question qu'il faut poser au ministre des Finances, mais tout ce que nous savons, nous ne sommes pas en possession encore de ce fonds. Voilà. Donc, dans l'entretemps, la population de Mwanda croupisse dans le noir et dans la misère totale. Et aujourd'hui, il y a également ce vent de l'insécurité qui commence à gangréner cette partie Nous du déplorons pays. cela parce que dernièrement, nous avons connu même un cas de viol, vous avez un cas de pillage, qu'on est allé piller même un responsable de l'ICCN, le DG, je crois. Vous vous rendez compte, et ce genre de comportement commence vraiment à nous effrayer. À moins que nous n'avons pas connu ce genre de crimes, des gens qui commencent à faire. Et tout ça parce que nous avons une base militaire qui est collée au territoire de Mwanda. Et donc ça, il faut que l'autorité puisse mettre un accent sur ça. Comment contrôler ces militaires, parce que vous savez, une grande partie des jeunes, des gens, des recrues qui sont arrivés à Mwanda et qui sont en pleine formation et qui doivent réintégrer l'armée pour aller plutôt vers l'Est. Et vous savez, nous recevons un grand nombre de gens, et si on ne sait pas contrôler tous ces gens, et vous savez, ce n'est pas facile pour nous. Nous devons prendre des dispositions sécuritaires importantes pour Mwanda. Sachez bien que Mwanda, c'est quand même un grand territoire qui reçoit maintenant assez de partenaires. Vous avez des sociétés telles que les sociétés pétrolières et tout. Et donc, ça demande quand même une certaine sécurité de matériel investi. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on prenne vraiment les dispositions qu'il faut pour que ce genre de comportement puisse cesser. Et aujourd'hui, avec cette poche d'insécurité, donc qui n'est pas encore presque contrôlée par les autorités de l'État, mais est-ce qu'on peut espérer que la ville de Mwanda va s'en sortir dans le tout prochain jour? C'est notre espoir à nous tous. Hein. Je crois que la présence du pape à Kinshasa et les bénédictions que nous avons reçues, les choses vont changer. Nous pouvons qu'espérer un peu. Pourquoi pas? Espérons un peu avec nos prières que les choses vont changer. Voilà. Mais selon vous, M. Dodo, qu'est-ce qui peut être à la base de Je viens de vous le dire, nous sommes liés à une base militaire. La base militaire est scotchée au territoire. Et si nous ne prenons pas de précautions, vous savez comment ça se passe. Ces gens-là, si on ne sait pas bien les prendre en charge, ils descendent dans la cité. C'est là où ils commettent leur forfait. Et c'est trop dangereux, ça. Donc nous devons prendre des dispositions pour qu'on éloigne cette base militaire, loin de la population, parce que là, ce n'est pas la première fois que nous connaissons ce genre de problèmes, et ça commence à inquiéter la population. Voilà. L'État doit prendre ses dispositions. Et si aujourd'hui on veut faire un petit état des lieux sur le plan économique de ce qu'offre aujourd'hui la ville de Mwanda, à quel niveau la ville de Mwanda est-elle importante dans la gestion ou dans le budget de l'État? Elle est importante, la ville de Mwanda, parce que vous devez savoir, d'ici déjà là, d'ailleurs, le port en eau profonde qui est en exergue, d'ici peu peut-être doit normalement commencer. Et donc Mwanda est appelé aujourd'hui à recevoir beaucoup de partenaires. Avoir le port, un port aussi important, avoir des grandes sociétés avec les avenants qu'on vient de signer, où nous devons commencer avec l'exploitation du gaz et tout. Il y a des partenaires tels que Silestream
qui sont déjà en gestation. Vous savez, toutes ces entreprises qui viennent, je pense qu'ils ont besoin de cette sécurité. Et donc, Mwanda est appelé aujourd'hui à devenir une grande ville parce qu'il n'est même plus territoire, parce qu'il est appelé maintenant ville. Et l'État doit prendre ses dispositions pour que l'aspect sécuritaire soit assez pris au sérieux. Mais voilà. Aujourd'hui, la ville de Mwanda se nourrit de quoi et la population vit de quoi aujourd'hui? Mais d'abord, nous ne vivons pas que du pétrole, parce que déjà cette rétrocession ne vient pas. Hein? En principe, nous devons bénéficier plus que ça. Il y a une loi qui existe, vous savez, la loi des hydrocarbures. Pour tout autochtone, quelqu'un qui produit dans son pays, dans son territoire, doit bénéficier de quelque chose. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, Mwanda, on ne s'occupe pas de Mwanda. Mwanda, les Mwandais ne bénéficient pas de leurs produits. Nous produisons, il y a du pétrole, c'est une ville touristique, vous le savez, c'est l'embouchure, c'est là où est l'entrée même du pays, hein, c'est la bouche de la RDC. Mais si aujourd'hui Mwanda est négligé, on ne peut pas dire que nous n'avons pas de ressources, les ressources sont là. Déjà, je ne vous dis pas ce qui est prévu normalement, ce qu'on appelle rétrocession, ça veut dire quoi? Si on doit rétrocéder à Mwanda, Mwanda doit bénéficier de ces 40%, de 40% de ce que produit Mwanda. Mais malheureusement, je ne sais pas s'il faut que le président de la République soit un Mwandais pour que les choses puissent changer, mais en tout cas, sincèrement parlant, on n'y pense même pas. Voyez-moi, un territoire comme Mwanda, nous n'avons même pas un représentant, même pas un député national venant de Mwanda. Donc, c'est-à-dire, j'ai dit, il y a des natifs de Mwanda, parce que dans Mwanda, nous avons trois ressortissants de Mwanda. Nous avons les Bakongwa Boma, nous avons les Asolongo, nous avons les Woyo. Les Woyo qui occupent les 2/3 du territoire n'ont jamais été députés. Donc disons que depuis mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas postulé aussi. Donc, disons que, bon, peut-être dire que n'est pas postulé, mais nous n'avons peut-être pas de chance d'avoir quelqu'un au sein du gouvernement. Quelqu'un venant de Mwanda qui est de natif de Mwanda et qui est Woyo, par exemple. Je dis parce que je le dis plus particulièrement parce que les Woyo occupent les 2/3 du territoire. Malheureusement, ça n'a jamais été le cas. Non, donc nous disons aujourd'hui, nous demandons à nos frères qui ont eu la chance d'être là, de se faire accompagner. Cette fois, il faut qu'il y ait un Mwandais, un Woyo à la tête aussi de notre députation. Nous tenons à cela. Donc c'est un plaidoyer. Donc si je comprends bien, si les choses n'arrivent pas aujourd'hui à marcher, c'est quelque part parce que peut-être bien parce que personne ne s'occupe. Si au moins quelqu'un est natif de Mwanda, peut-être qu'il va faire le plaidoyer qu'il faut. Parce que ce n'est pas possible que nous avons nos ressources, mais nous n'arrivons pas à en bénéficier. C'est pas normal. Mais aujourd'hui, si on veut parler des infrastructures de Mwanda, quel est l'état de lieu aujourd'hui de ces infrastructures? Il faut le dire, c'est négatif. C'est vrai que la route, il est vrai que c'est une promesse qui date déjà de très long terme et que ça continue. Aujourd'hui, nous avons presque la route qui est pratiquement asphaltée à 80%. C'est déjà une bonne chose, mais ce n'est qu'un droit. D'abord, cette route, on est obligé de le faire. Comment voulez-vous construire un port sans électricité? Comment voulez-vous construire un port à Mwanda s'il n'y a pas de route? Donc, ce sont des infrastructures que nous devrions en principe bénéficier d'une manière naturelle. Voilà, c'est un peu ça. Ce n'est pas que nous sommes contre tous ceux qui sont avec nous. Nous avons des députés venant de Bandounou, nous avons des députés venant de Bakongwa Boma. Ce sont nos frères, nous sommes d'accord. Mais nous voulons que dans cette députation, il faut qu'il y ait aussi nos frères Woyo et Solongo qui n'ont pas encore eu la chance d'être dans cette députation. Il faut qu'ils soient là pour défendre mieux les intérêts du territoire de Mwanda. Oui, en tout cas, je crois que... Ça ne va que de soi, on ne peut que faire ce plaidoyer. Nous tenons absolument à ce que nous nous organisons, que nos amis qui ont eu la chance d'être là déjà, s'ils peuvent nous accompagner, qu'ils puissent faire une coalition ensemble, de soutenir aussi que nous ayons cette fois au moins un député Woyo. Ça nous ferait un grand plaisir. C'est vraiment parmi cette pression que nous voulons faire au sein de Mwanda. Je l'ai dit au sommaire de cette émission que vous n'êtes pas seulement notable de Mwanda, vous avez plusieurs casquettes, hein, comme vous l'avez dit vous-même au début de cette émission. Là, je vous prends comme président du COPEMECO et aujourd'hui,
avec l'apport de la RDC, l'accession de la RDC dans la zone de libre-échange. Aujourd'hui, qu'est-ce que la RDC peut apporter dans cette zone de libre-échange après plusieurs mois? Facile, c'est une très bonne chose aujourd'hui avec cette histoire des esclaves que nous puissions être compétitifs, mais dommage que la guerre prend aussi sa place et qui fait que nous ne soyons pas assez présents, mais c'est un moment très difficile pour nous. Parce que, vous savez, avec tout ce que nous avons comme arrangement, là où on devait avoir des facilités, vous connaissez les ressources du pays, mais on devait avoir ces facilités. Nous qui sommes d'abord à la commune, pour faire mieux cette défense, nous devons être auprès de toutes ces organisations, que ce soit étatique, mais on ne s'occupe pas des PME congolaises. Comment voulez-vous? Nous avons plusieurs organisations qui sont prévues dans les comités de gestion où on devait normalement faire le plaidoyer, nous PME, mais nous ne sommes pas représentés. Les textes sont clairs, vous avez déjà autant d'organismes tels que des entreprises, que ce soit des portefeuilles, vous avez l'ARSP, vous avez le FOGEC, vous avez la CNSS, vous avez l'INPP, vous avez l'ONEM, vous avez autant d'entreprises où le comité de gestion exige à ce qu'il y ait la représentation du secteur privé. Mais quand on dit secteur privé, la COPMECO n'y est pas. Mais la COPMECO, c'est la seule organisation qui gère les petites et moyennes entreprises congolaises, mais nous ne sommes pas dedans. Mais pourquoi? Parce que vous n'êtes pas actif ou bien... Non, nous sommes... Mais c'est parce que c'est comme ça. La politique voit... La politique, je ne sais pas comment les politiques font pour que, peu à peu, qu'on vous soustrait de ces comités de gestion pour que vous puissiez faire la bonne représentation. Je vous donne un exemple, l'ARSP, où c'est une autorité de régulation pour la sous-traitance dans le secteur privé. Les entreprises qui doivent être compétitives aujourd'hui sont les PME congolaises. Vous avez dans l'agenda la direction générale, le conseil d'administration. Dans le comité, vous avez le DG, vous avez le DGA. Une grande partie, que ce soit le président du conseil d'administration, une grande partie des gens viennent de la FEC. Mais quand on dit FEC, ce n'est pas que je suis contre la FEC. La FEC, c'est une fédération des entreprises. Mais il faut voir maintenant quelles sont ces entreprises. Les grandes entreprises, généralement, ne sont pas des entreprises congolaises. Sont extérieures. Donc, ça dit que si aujourd'hui on doit faire la bonne défense, le bon plaidoyer, prenons le cas de l'ARSP. S'il faut faire maintenant avec les sociétés minières, sont des sociétés étrangères, comment voulez-vous que nous puissions faire le bon plaidoyer pendant que nous n'assistons pas dans ce comité de gestion? Expliquez-moi, madame. Nous y étions, mais après, on vous exclut peu à peu. Aujourd'hui, aucun membre du conseil d'administration, que ce soit, alors que nous cotisons, que ce soit au niveau de CNSS, vous allez partout. Les textes sont clairs, mais nous ne participons pas dans ces conseils d'administration. Il faut poser la question. Donc il y a... Au ministère du Travail, les lettres ont été introduites partout. Il y a des copies, même au niveau de la présidence. Ils le savent. Les textes sont clairs. Dans ces comités de gestion, il faut qu'il y ait la représentation du secteur privé. Mais oui, mais le secteur privé, ce n'est pas toujours la FEC. Partout, dans toutes ces entreprises, il n'y a que des représentants de la FEC. Et le FENAPEC, et la Fédération des jeunes entrepreneurs, et la COPMECO. Comment voulez-vous que nous puissions voir demain la classe moyenne, la vraie classe moyenne, si cela, on ne sait pas le faire, le vrai plaidoyer auprès de toutes ces organisations. Malheureusement, c'est ça, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Autant de plaidoyers, autant de lettres que nous avons toujours écrites, mais nous ne sommes pas écoutés. Mais à votre niveau, étant président de cette structure, quelles sont les démarches que vous menez auprès du gouvernement congolais? Le premier démarche, c'est d'écrire au président de la République. Mais après avoir écrit... Mais c'est ce que je suis en train de faire. C'est le plaidoyer, nous continuons, j'espère bien qu'ils vont nous écouter. Mais aujourd'hui, est-ce que vous ne participez pas dans ces conseils d'administration parce qu'on vous ignore ou bien parce qu'on ne veut pas que vous puissiez accéder à certaines informations? Tous les postes deviennent des postes de quotas, des postes politiques. Dans la politisation. Mais oui, la politisation de tout. Parce que vous savez, je donne un exemple à l'ARSP. C'est une autorité de régulation. Pour la sous-traitance, si on veut faire la classe moyenne demain,
C'est plutôt, il faut se focaliser vers les PME congolaises, que nous sommes, nous. Mais vous allez voir que ce n'est pas le cas. C'est ça la difficulté que nous avons aujourd'hui. Ces entreprises minières, ils vous imposent leur système, leurs règles de jeu. Ils vous imposent la sous-traitance. Comment voulez-vous que nous, demain, nous puissions être compétitifs si aujourd'hui, vous avez des sociétés, par exemple, de transport qui sont des sociétés étrangères? Ces sociétés ne peuvent pas normalement prester ici, à Kinshasa, ou même, disons, en RDC. Mais ce sont des entreprises étrangères. Eh bien, s'ils vont prester, ils doivent se conformer au texte du pays. Des entreprises comme les Bolloré, qui font du transport, qui font du dédouanement, des grandes entreprises. Est-ce que sa place est vraiment ici, en RDC? On sait bien, mais on vous dira que les Congolais ne sont pas compétitifs. Comment les entreprises peuvent avoir ces marchés si, du moment où eux ils ont toujours une main partout, que ce soit au niveau de la direction générale, ils ont une main sur la gestion même de ces sous-traitants. Écoutez, rien ne marchera. Voilà. Mais donc, comment est-ce que la RDC va arriver à challenger avec les autres pays? Parce qu'elle est déjà là-dedans. C'est là où l'accent que le gouvernement devait y mettre pour voir si on veut vraiment avoir des vrais PME. Nous devons donner la chance à ces entreprises-là aujourd'hui de travailler avec ces entreprises. On impose ces entreprises minières, toutes ces grandes entreprises, on les impose, les sociétés, que ce soit des sociétés congolaises. Et je dis bien des sociétés réellement congolaises. Il faut leur donner les moyens. Ce n'est pas que même pour un transport, même pour un dédouanement, tous ce sont des étrangers qui doivent le faire. Nous avons veillé à cela. Mais ils sont tellement forts qu'ils s'imposent. Et malheureusement, même nos autorités aussi tombent dans le panneau qui font qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à faire face. Voilà. C'est ce que nous déplorons. Donc, en quelque sorte, la RDC risque gros dans cette zone de libre-échange avec la situation qu'elle traverse. Je vous assure, si nous voulons être compétitifs, c'est comme je viens de vous le dire, madame, il faut qu'on donne la chance à ces PME, les vraies PME congolaises, on leur donne cette possibilité. Mais on ne peut pas, aujourd'hui, nous voulons... C'est le travail que devait faire même aussi avec... le travail que devait faire aussi... cette organisation encore du commerce extérieur, comment nous appelons encore là? Comme ça? Non, pas comme ça. Il y avait une autre que venait de créer encore là pour faciliter la vente ça vient là pour pour la vente des produits congolais. Okay. C'est justement le travail qu'on devait faire. Donner cette chance aux PME congolaises d'être compétitives et d'être présents. On ne peut pas comprendre aujourd'hui cette possibilité, au lieu de donner aux entreprises congolaises, c'est plutôt... Il y a des contraintes qui font que nous ne soyons pas là-bas. C'est ça la difficulté. Je viens de vous citer un exemple simple. Lorsqu'il faut faire la défense des intérêts pour ce qui est des PME réellement, au sein du conseil d'administration, la COPMECO n'est pas là, la FENAPEC n'est pas là, l'association des jeunes entreprises, nous tous, nous sommes exclus de ces organisations. Vous n'avez que la FEC qui est là. La FEC est partout. La FEC est, en tant qu'employeur, c'est la FEC. Et en tant que gestion, c'est aussi la FEC. Et alors, comment voulez-vous ce conseil puisse être... parti. Eh ben, ce n'est pas possible. Voilà. Parce que nous parlons de petites et moyennes entreprises, de la PME congolaise. Donc, il y a également cette PME au niveau de l'Est, de la partie est de la RDC. Tout à fait. Aujourd'hui, la situation que traverse la PME congolaise au niveau de c'est catastrophique. Nous-mêmes, nos fédérations ne marchent pas. Nos fédérations ne marchent pas pour l'instant. Vous savez, c'est très difficile. Ils sont obligés de se pencher plutôt de l'autre côté de la rive. C'est là où ils peuvent encore faire un peu de bonnes affaires. Et c'est ce que nous déplorons. Mais avons-nous le choix? Vous savez, avec le bruit des bottes, les activités ne peuvent pas marcher. Vous savez, c'est vrai que ceux qui travaillent dans le noir en profitent pour s'enrichir. Mais est-ce que l'État en profite? L'État ne pourra pas profiter. Quelle sera la part que nous devons contribuer en tant que taxe, si nous n'avons pas ces opportunités? Voilà, donc c'est un peu difficile, madame. Il faut le dire qu'il ne faut pas se voiler la face.
c'est très difficile. Nous devons mettre fin à cette guerre et ça va faciliter beaucoup de choses. Ça, nous devons le dire. En tout cas, merci beaucoup. Mais autre sujet, parce que c'est la Sablière qui nous a reçus dans son cadre aujourd'hui. Quels sont les produits aujourd'hui qui offrent la Sablière à l'heure actuelle? Nous sommes en train de préparer pour la fête de Saint-Valentin, profiter de l'occasion pour lancer notre petit manoir ici, le petit château que nous avons fini, qui est encore une unité de production qu'on vient d'ajouter. Je crois que les gens qui veulent bien se défouler peuvent venir. Je crois que le cadre, il est là. Nous allons tenter une première expérience déjà pour essayer d'inviter les couples qui veulent pour la Saint-Valentin venir. Nous avons fait des packages qui feront leur plaisir de venir passer leur temps ici à la Sablière, au manoir Lodge, qui est une nouvelle unité, mais en tout cas, je ne pense pas qu'ils seront déçus. J'espère que vous êtes là, vous allez visiter et vous allez voir comment les choses nous sommes en train de préparer. Il n'y a pas que le manoir, mais il y a aussi le petit îlot que nous préparons, des chalets pour leur amusement et au bord de la plage. Voilà. Donc ce sont des activités que nous venons d'enrichir encore à la Sablière. Nous invitons les gens de venir voir ça le 14 février. Mais ceux-là qui viennent de l'extérieur ou bien de la partie ouest de la ville, comment s'est retrouvé au niveau de la Sablière? Ben, ils peuvent voir ça facilement à partir déjà on est bien ancré sur notre Instagram et c'est assez riche, même en Google Maps vous pouvez voir facilement, on peut facilement se retrouver. Les choses sont claires maintenant, donc il suffit de saisir sur Google Maps, vous tapez la Sablière, site touristique, ben, ça vous conduit jusqu'ici. Hein. Vous savez, l'électronique aujourd'hui va tellement vite qu'on n'a même pas, vous avez toute la grille tarifaire. Vous avez tous les éléments là. Sinon, vous avez des numéros faciles à retenir pour la Sablière, c'est le 089 30 11 11. Voilà, on peut vous renseigner. En tout cas, merci André Dodo Balou de nous avoir accueillis dans votre cadre, la Sablière, qui se trouve dans la commune de Lancelet. Donc, je récapitule ici que nous vous avons réussi ici sur notre plateau pour essayer un peu de parler de la situation de Mwanda, dont vous avez répondu clairement par rapport aux 10 millions de dollars américains dont les Mwandais devraient bénéficier pour permettre à ce que leur développement puisse être boosté. Rien ne marche dans le cadre, dans cette promesse du chef de l'État, dans cet axe de Perenco. Donc rien ne marche depuis 2022 jusqu'à ce jour. Rien n'a été donné. Donc vous avez témoigné tout à l'heure ici. Vous avez également fait l'état de lieu de la situation d'insécurité qui règne ces derniers temps dans la province, dans la ville de Mwanda. Vous avez également parlé de cette zone libre-échange, l'opportunité que la RDC a et les défis qu'il doit faire pour arriver à atteindre son objectif. Voilà un peu le sujet que nous avons abordé au cours de cette émission. Si vous étiez question de conclure cette émission, comment alliez-vous le faire? Ben, la conclusion, il faut toujours espérer. Espérons que le gouvernement se mettra vraiment dans notre vision, dans notre objectif pour que les choses aillent de l'avant. Les doléances ont été faites et plusieurs plaidoyers. Nous ne pensons pas que le gouvernement restera sourd d'oreille et qu'il est déjà saisi de nos besoins. Et espérons que c'est une année, comme on dit, une année électorale, donc il se prépare en conséquence. Il doit avoir le courage de revenir encore vers le territoire, venir encore nous dire, voilà, votez-moi, faites ceci, faites cela. Pendant que si vous n'avez rien fait, je pense que le rendez-vous est là, nous vous attendons. Voilà. À l'affaire des 10 millions, parce que c'était une promesse du chef de l'État. Ah, c'était une promesse du chef de l'État et jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore satisfaits. Il faut se dire que Mwanda continue à pleurer et attend toujours ces 10 millions. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir reçus et retrouvons-nous prochainement derrière la caméra, Brandon Milalou ainsi que Blaise Ndombe, Tonto Ebongo, Bijin John Djibate, Kwame Sichomba. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir.